Le 16 juin 2025, la France découvre ce que veut dire être déconnecté en plein jour. Dans des entreprises, les visioconférences se figent. Dans des boutiques, les terminaux de paiement ralentissent. Sur des téléphones, les appels tombent comme si quelqu'un avait coupé le son du pays. Et au milieu de ce noir numérique, un nom revient partout, SFR. Le plus frappant, ce n'est pas la panne, c'est ce qu'elle révèle. Parce qu'un réseau ne s'écroule pas en une minute, il s'affaiblit pendant des années. Petit budget après petit budget, décision après décision. Et quand ça craque au pire moment, devant tout le monde. Aujourd'hui, je vous raconte comment une marque historique a glissé d'un rôle de challenger respecté à un symbole de défiance. Une histoire de dette, de promesses trop grandes, et d'un pari industriel où chaque économie a coûté plus cher que prévu. Et surtout, 3 mécanismes business que n'importe quelle entreprise peut reconnaître, même hors des télécoms. Des écrans d'ordinateur s'éteignent dans des open space partout en France. Des appels tombent, des messages n'arrivent plus, et le réseau devient un silence. On voit des managers sortir dans un couloir pour capter une barre de réseau. On voit des équipes IT redémarrer des routeurs comme on relancerait un cœur fatigué. Et pendant quelques heures, l'opérateur lui-même vacille. Et cette panne n'est pas seulement une histoire de routeur. C'est le résumé d'une décennie de décisions qui ont lentement fragilisé une marque qui était censée connecter le pays. Pour comprendre, il faut revenir loin, avant les logos modernes et la fibre. À la fin des années 80, la France découvre le téléphone mobile comme un objet rare. SFR naît dans cette brèche, comme un deuxième acteur face au monopole historique. On imagine des combinés lourds, des voitures équipées, des antennes sur les toits et des factures qui ressemblent à des quittances de luxe. Le nom signifie Société française du radiotéléphone. Et à l'époque, on dit encore la SFR. Le marché est petit, mais la promesse est énorme. Parler de partout, même sur la route. Puis arrive la grande accélération. Dans les années 90, le mobile devient un réflexe, puis une addiction douce. SFR grandit avec les forfaits, les boutiques, les campagnes d'affichage dans le métro, et ce carré rouge qui s'impose dans le paysage. L'opérateur ne vend pas seulement des minutes, il vend une sensation, la modernité accessible. Le téléphone passe de l'outil pro au symbole social, et SFR sait le mettre en scène. Le groupe se renforce aussi sur le fixe, sur l'internet et sur le fameux triple play qui change la vie des foyers. Dans beaucoup de familles, la box devient un meuble, et la marque devient une habitude. À ce moment-là, SFR ressemble à un train lancé sur de bons rails. Orange domine, mais SFR est solide, visible, agressif, souvent numéro 2. Le jeu est simple à expliquer. Gagner des abonnés, financer le réseau, améliorer la couverture, recommencer. Et c'est ici que je vous le dis une seule fois, si ce format vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche, parce que la suite, c'est exactement le genre de bascule business qu'on ne voit pas venir. Le premier choc arrive au début des années 2010. Un nouvel acteur casse les prix et change les règles, Free. En quelques mois, le marché se met à parler de forfaits sans engagement, de tarifs divisés et de guerre totale. Pour les opérateurs historiques, c'est un dilemme brutal. Soit on baisse les prix et on souffre, soit on garde les prix et on perd des clients. SFR se retrouve coincé au milieu d'un champ de bataille, où chaque promotion devient une grenade. Et puis, en 2014, l'histoire bascule encore plus fort. Vivendi décide de vendre SFR pour se recentrer ailleurs. Deux visions s'affrontent, une offre plus élevée et un acheteur plus petit mais plus motivé. Le petit s'appelle Numéricable, piloté par Patrick Drahi, et le carburant de l'opération, c'est la dette. Le deal est spectaculaire, des milliards sur la table, des promesses de synergie et un mot qui résume tout, LBO. Dans ce mécanisme, la cible finance en partie son propre rachat avec ses flux futurs. Sur le papier, c'est brillant. Sur le terrain, c'est une pression permanente. Au début, la stratégie semble logique. Couper les coûts, fusionner les systèmes, rationaliser et dégager des économies énormes. Dans les bureaux, on parle d'efficacité, de simplification, de transformation. Dans les boutiques, on repeint, on relance des offres, on veut rassurer. Mais très vite, la dette réclame sa part, chaque mois, chaque trimestre. Et quand une entreprise doit choisir entre rembourser et investir, elle finit souvent par rogner sur l'invisible. L'invisible, c'est la qualité de service, la maintenance, la modernisation profonde et les équipes qui absorbent la colère des clients. Le service client devient un point de friction. Des centres d'appel s'éloignent, des délais s'allongent et l'expérience se dégrade. Sur les réseaux sociaux, les captures d'écran de pannes et de factures s'accumulent. Un opérateur peut survivre à une pub ratée,
mais il survit mal à une promesse répétée, puis déçue. Et la promesse centrale d'un opérateur, c'est simple, ça marche. Pendant ce temps, la bataille technologique s'intensifie. La 4G devient la norme et la couverture devient un argument de vente. SFR investit, mais l'impression publique, c'est que les concurrents vont plus vite. Dans certaines zones, l'expérience est correcte. Dans d'autres, elle est frustrante. Et quand un client a l'impression de payer trop cher pour trop peu, il ne négocie pas, il part. Puis arrive un deuxième piège, encore plus dangereux, la confusion. Avec l'héritage câblé de Numéricable, SFR pousse le très haut débit, mais tout le monde n'entend pas la même chose derrière le mot fibre. Un foyer voit un technicien, un boîtier, un nouveau débit, et pense fibre au sens plein. Mais parfois, la ligne finale reste en coaxial, et la nuance devient un scandale de confiance. Quand la technologie est compliquée, la clarté devient un produit, et SFR laisse s'installer un brouillard qui coûte cher en crédibilité. Le positionnement prix finit par devenir illisible, trop cher pour lutter contre les offres low cost qui inondent le marché, trop promotionnel pour préserver une rentabilité saine sur le long terme. Coincé entre Orange qui incarne le premium et Free qui incarne la rupture prix, SFR devient un entre-deux. Et un entre-deux, sur un marché de commodité, c'est souvent le pire endroit. Alors, SFR tente un coup de théâtre, les contenus. Des droits de sportifs, des chaînes, des médias, l'idée d'un écosystème où l'abonnement devient une porte d'entrée vers un univers. Sur le papier, c'est une stratégie de rétention. Dans les faits, CA coûte très cher, et CA n'efface pas un mauvais quotidien réseau. On peut aimer le football, mais si la boxe plante, l'amour s'évapore. Les années passent, et la dette reste là, comme une ombre. Quand les taux montent et que le refinancement devient plus dur, l'ombre devient une cage. Alors, la stratégie se retourne. Non plus construire, mais vendre. Vendre des actifs pour faire rentrer du cash et respirer. Des morceaux d'infrastructure, des tours, des participations, des activités périphériques. Même les médias finissent par sortir du périmètre, avec la vente de la branche média à CMA-CGM. Et pendant que l'entreprise se découpe, le marché continue de juger la marque sur une seule chose. Est-ce que ça marche? Et est-ce que je peux compter dessus demain? En 2024, l'année est terrible, et les pertes d'abonnés s'accumulent, fixes comme mobiles. Les revenus reculent, la rentabilité s'érode, et la narration interne ressemble à une course pour ralentir l'hémorragie. Début 2025, la pression atteint le plafond. La maison mère, Altice France, négocie avec ses créanciers pour éviter le mur. Un accord est trouvé, une partie massive de dette est effacée, et en échange, les créanciers prennent une grande part du capital. C'est un sauvetage financier, mais c'est aussi un signal. Quand une entreprise de réseau en arrive là, tout le monde se demande qui pilote vraiment la suite. Et c'est là que la panne de juin frappe comme un projecteur. Une opération technique, un correctif, des routeurs qui tombent et des milliers d'entreprises sans connexion. On parle d'environ 20 000 clients professionnels touchés et d'effets en cascade sur le mobile. Dans les médias, la question devient immédiate. Comment un acteur national peut-il tomber si fort en quelques heures? Dans la tête du public, une autre question se forme. Est-ce que le réseau est solide ou juste réparé au minimum? À ce stade, l'histoire de SFR n'est plus seulement une histoire de télécom. C'est une leçon business sur 3 mécaniques qui se mangent entre elles. La première, c'est la dette comme moteur. La dette peut accélérer une acquisition, mais elle transforme chaque trimestre en jugement. Si le cash sert d'abord à rembourser, l'investissement devient une variable d'ajustement et l'infrastructure finit par vieillir. La deuxième, c'est la promesse de marque comme contrat. Un logo, une couleur, un slogan, ça attire, mais ça ne retient pas. Ce qui retient, c'est l'expérience répétée, les appels qui passent, le débit stable, le service qui répond. Quand la promesse est haute et la réalité moyenne, la déception devient virale. La troisième, c'est la clarté produite sur un marché complexe. La fibre, le très haut débit, le coaxial, le FTTH, personne ne veut devenir ingénieur pour choisir une box. Le client veut comprendre en 10 secondes et être tranquille pendant des années. Si le discours ressemble à un labyrinthe, la confiance se casse, même si la technique progresse. Aujourd'hui, SFR a encore des cartes. Un réseau modernisé sur de nombreuses zones, une 5G bien présente et une marque connue de tous. Mais SFR porte aussi une cicatrice collective, celle d'une décennie où l'on a parfois eu l'impression que la finance passait avant la connexion. La vraie question n'est pas seulement de survivre. La vraie question, c'est de reconstruire une confiance, ce qui coûte plus cher que de poser une antenne. Si je devais tirer 3 leçons actionnables de cette histoire, je les dirais comme ça, dans des mots simples.
Ne finance jamais une promesse long terme avec une contrainte court terme qui t'empêche d'investir. Ne laisse jamais ton discours produit devenir plus flou que celui de tes concurrents, parce que le flou ressemble à une arnaque même quand il ne l'est pas. Et surtout, dans un business d'infrastructure, protège la fiabilité comme un trésor, parce qu'une panne visible détruit en une journée ce que des campagnes pub construisent en 10 ans. La suite de SFR reste ouverte, consolidation, rachat, redressement ou long tunnel. Mais une chose est sûre, cette histoire ressemble à d'autres histoires françaises où la stratégie, la dette et le terrain finissent par se rattraper. Dites-moi en commentaire quelle marque vous voulez que j'analyse dans le prochain épisode.